Vous avez un site web et vous voulez aller plus loin que la simple optimisation de texte ou l'achat de backlink? Vous avez déjà entendu parler de maillage interne, mais vous voyez pas trop comment optimiser tout ça? Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un graphe de site et détecter si la structure de votre maillage interne est saine ou si au contraire c'est un handicap et que ça vous fait partir avec une balle dans le pied pour positionner votre site dans les résultats de recherche. On y va. Alors on va commencer avec un truc simple. Un graphe, c'est quoi? Eh bien un graphe, c'est simplement une représentation en 2 dimensions des pages de votre site, de la façon dont elles sont connectées entre elles et de comment ces connexions vont jouer sur la circulation du robot de Google et donc sur vos positions dans les moteurs de recherche. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez PageRank, vous allez tomber sur cette page. Donc, ce dessin, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour expliquer ce que c'est que le PageRank. Le PageRank, c'est une note qui est attribuée par Google à vos pages. Et cette note qui vous donne, ça va jouer sur votre classement dans les résultats de recherche. Je vais essayer de faire simple. Plus votre PageRank est élevé, plus votre page a de chance d'être haut dans les résultats de recherche. Et ce PageRank, en fait, il va dépendre très fortement des liens. Donc de la façon dont votre page reçoit des liens depuis l'extérieur, mais aussi depuis les pages de votre site. Et donc ce schéma que vous voyez ici, on l'utilise la plupart du temps pour expliquer qu'une page, ici C, qui reçoit un lien d'une grosse page, ici B, a forcément un PageRank plus important qu'une page, comme celle-là, la page A, qui reçoit un lien d'une petite page. Ça paraît complètement logique. Sauf que ici, ce qu'on oublie de préciser, c'est que ces 2 pages sont importantes, elles ont un fort PageRank aussi parce qu'elles se font un lien retour. Donc le robot, potentiellement le robot de Google, il peut passer sur cette page parce qu'il a plein de chemins pour arriver dessus. Il va se rendre sur cette page-là. Quand il va être sur cette page-là, il va pouvoir revenir et il va pouvoir faire une petite boucle comme ça. Alors il y a un outil que vous pouvez utiliser pour essayer de voir un petit peu comment ça joue. C'est le PageRank Simulator qui a été mis en place par l'université de Chemeketa, c'est une université en Colorado. Donc sur leur site, ils ont créé un petit outil en JavaScript qui permet de placer des pages sur un site virtuel et vous allez pouvoir faire des liens, des pages entre elles. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton Run PageRank pour voir comment le PageRank est réparti entre ces pages. Retenez un truc hyper simple. Quand Google voit un lien, soit il suit le lien, soit il ne le suit pas. S'il ne suit pas le lien, il va se téléporter, c'est-à-dire qu'il va disparaître, il va aller ailleurs, mais il va conserver l'adresse du lien en se disant « Bah, maintenant je sais que cette page existe, j'irai voir ce qu'il y a dessus plus tard ». Ici, ce que je veux vous montrer, c'est que en fonction de comment les pages sont liées entre elles, on va pas avoir le même PageRank partout. Par exemple, si ces 2 pages-là, je fais un lien retour, vous voyez qu'ici, on a un PageRank qui a 14%, 17%, 17%, 17%, et là 32%. Regardez ce qui va se passer avec ce lien entre les 2 pages, cet échange de liens. Ça bouffe complètement le PageRank des autres pages. Donc le PageRank, si vous voulez vous le représenter simplement, vous prenez un grand centre commercial, vous balancez plein de gens dedans, vous les laissez se promener, vous faites ce test-là un grand nombre de fois, au bout de 1 heure, vous faites un espèce d'arrêt sur image pour regarder où sont les gens, et dans pratiquement tous les cas, au bout d'1 heure, la répartition est relativement similaire d'un cas à un autre. Et donc cet arrêt sur image vous montre quelle est la probabilité de présence des gens ou du robot de Google à un instant T en fonction de comment les pages ou comment les boutiques sont liées entre elles dans mon exemple du centre commercial. Donc je vais vous montrer 2-3 petits exemples de ce que donne un graphe et de pourquoi c'est utile. Alors le premier cas ici, c'est un truc typique qu'on voit sur tous les sites qui n'ont pas du tout optimisé leur maillage interne. Ce qu'on voit, c'est que là, on a un gros nœud out. Donc ce qu'on appelle un nœud, simplement, c'est une page
Là, vous voyez qu'on a un gros nœud rouge qui s'appelle out. Et en fait, ce que ça représente, c'est une fuite de jus. C'est-à-dire que le robot, quand il va se promener sur le site, il y a plein de cas, quand il va trouver un lien, où il va se téléporter, il va disparaître du site. Et c'est le contraire de ce qu'on veut faire. On veut que le robot il reste le plus longtemps possible sur le site. Quand je dis le robot ici, c'est Googlebot, hein, c'est le robot de Google, son crawler. Donc, avoir trop de fuite de jus, ce qu'on appelle le jus, c'est la probabilité de présence du robot de Google, c'est pas bon du tout pour votre site. Là, c'est un autre site où le robot de Google se retrouve la plupart du temps sur une page login.php, c'est une page de connexion. Est-ce que d'avoir un fort PageRank sur la page login.php, ça va m'aider ? Non, ça va pas m'aider. J'ai pas besoin que ma page login.php ait beaucoup de puissance. Parce que cette puissance qu'elle va récupérer, ça va se faire au détriment des autres pages. Donc c'est complètement con d'envoyer le robot de Google sur la page login.php quand je peux l'envoyer sur une page qui est importante pour ma visibilité et pour mon modèle économique. Donc le graphe de site, première utilité, c'est voir si on n'a pas de fuite de PageRank et de voir si la répartition du PageRank est saine ou normale ou cohérente avec notre modèle économique et les pages qu'on a envie de positionner sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. La deuxième utilité, ça va être de voir si on a un bon clustering sémantique. Donc ce qu'on appelle le clustering sémantique, en fait, c'est le fait d'avoir des pages sémantiquement proches les unes des autres qui vont être plus liées entre elles que des pages qui sont pas proches sémantiquement. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à faire ce qu'on appelle du PageRank sculpting et à donner plus de poids à ce qu'on appelle une tête de cocon ou une tête de silo, à une page qui a besoin d'avoir plus de puissance parce qu'elle est dans ce qu'on appelle un silo de pages. Donc là, c'est un exemple sur un site de plomberie. On va imaginer qu'on a ici un cocon chauffage. On va avoir des pages qui sont liées à cet univers du chauffage et les pages que j'ai ici vont se lier entre elles et surtout pousser la page principale qui est devant, qui a besoin de plus de puissance que ces pages-là parce qu'elles jouent sur une expression qui est un petit peu plus concurrentielle. Pareil pour la plomberie, pareil pour tout ce que vous voulez. Un dernier exemple, là on a un gros site sur lequel vous voyez qu'on a des espèces de galaxies, de grappes de pages qui sont complètement détachées des autres pages. Donc là on a une clusterisation qui est bonne. On va remarquer aussi, on en reparlera un petit peu plus tard, qu'on a plein de petits points roses en périphérie. Ça, c'est les images. On verra qu'il y a des cas de figure où c'est carrément malsain d'avoir certaines technologies pour notamment visualiser les images sur un site. Donc voilà, le graphe, ça va nous permettre de contrôler la clusterisation des pages pour voir si on peut bien avoir des têtes de cocon qui ressortent. Donc pour faire court, contrôler son PageRank et faire un graphe, ça sert à améliorer son référencement. Vous savez que le contenu, ça compte énormément. La popularité, les backlinks, ça compte aussi énormément. Mais entre les deux, justement, il y a cette notion de maillage interne. Sur quel mot-clé je veux me positionner, quelle page je vais mettre en place pour ranker sur ces expressions, et comment je fais en sorte d'avoir suffisamment de puissance sur ces pages-là, et moins sur les pages qui ne m'intéressent pas, les mentions légales, la page contact, etc. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser un graphe ? Il va me falloir 3 logiciels. Le premier logiciel, c'est Screaming Frog. Donc Screaming Frog, c'est ce qu'on appelle un crawler ou un spider. C'est un logiciel qui va nous permettre de parcourir notre site et toutes ses pages, d'en ressortir plein d'informations. C'est pas un outil qu'on utilise que pour faire un graphe, c'est un outil qui est super utile pour le SEO parce que ça permet d'analyser les en-têtes de réponses HTTP, le contenu des pages, les titles, les H1, ça sort énormément d'informations. Ça va vachement plus vite que de regarder à la main évidemment. Ça coûte moins cher que des outils premium comme SEMrush qui proposeraient peu ou prou le même type de service. Donc c'est un espèce de couteau suisse que tout bon SEO doit avoir à sa disposition. C'est un petit peu cher, il est à 170 livres, 149 livres, c'est encore plus cher, 199 livres par an.
Je vous laisse faire la conversion en euros, ça pique un peu, mais c'est tellement utile qu'on ne peut pas vraiment s'en passer. Après, il y a quand même une version gratuite qui va vous permettre de parcourir 500 URL. Ça ne pourra pas aller plus. Pour avoir plus, il faut prendre la version payante. Mais si vous avez un petit site, la version gratuite, elle va faire le taf, il n'y a pas de problème. Le deuxième logiciel qu'on va devoir utiliser, bien entendu, c'est Gephi. Donc Gephi, c'est l'outil qui va nous servir à faire cette modélisation en 2 dimensions. Et le troisième logiciel, c'est un truc tout bête, c'est Excel. Donc Excel, c'est dans le pack Microsoft Office. Vous l'avez probablement de base avec votre ordinateur. Sinon, vous prenez une licence. Si vous faites des recherches sur le marché de licence secondaire, il y en a à 20 balles, quoi. La mienne, je l'ai payé 18,90 € pour Excel, Word, enfin toute la suite Office 2021, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ça coûte pas hyper cher. Et franchement, vous allez voir que ça vaut le coup. Alors, le site qu'on va auditer pour faire ce graphe, c'est le site de Kevin, qui est sur le groupe Digital Cookie avec nous depuis pratiquement le début. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais récupérer l'adresse du site, je vais lancer Screaming Frog. Donc, j'ai mon Screaming Frog qui démarre. Je lui donne l'adresse du site que je veux crawler, je clique sur le bouton commencer et j'attends. C'est pas très très long. De toute façon, je vais faire une petite pause. Et quand il aura fini, je vais vous montrer comment on exporte les données pour les envoyer sur Excel, où on va avoir un premier gros travail à faire pour décortiquer tout ça, et ça va être l'occasion de vous expliquer pas mal de petites choses. A few moments later. Alors, quand Screaming Frog a fini de crawler le site que vous voulez, pour lequel vous voulez faire un graphe, vous allez cliquer sur exportation en bloc. Si c'est en anglais, ce sera écrit bulk export. Vous allez chercher lien, links, et ensuite tous les liens sortants all out links si vous avez une version de Screaming Frog en anglais. Donc là, je répète, exportation en bloc, lien, tous les liens sortants. Vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Ça va vous faire une sortie d'un fichier qui va s'appeler tous les liens sortants.xlsx ou alloutlinks.xlsx, et ensuite on l'ouvre sur Excel et on se prépare à s'ouvrir. Alors, quand vous ouvrez votre fichier sur Excel, ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez que, bon, on a de la chance, il n'y a pas trop de colonnes. Par contre, il y a pas mal de choses à dégrossir, puisqu'on va devoir faire un fichier CSV qui sera compréhensible pour Gephi. On l'importera, et puis après, Gephi nous fera sa petite modélisation. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? D'abord, on va avoir le type d'éléments qui ont été parcourus. Donc là, vous voyez que j'ai hyperlien, j'ai image, je vais avoir CSS, JavaScript, et plein de choses dont j'ai pas besoin. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau. Donc pour ça, vous allez faire CTRL A. Excel va sélectionner l'ensemble des données qui sont présentes sur le tableur. Donc CTRL A, et ensuite vous allez faire insertion, tableau. Mon tableau comporte des entêtes. Et ça fait un tableau. Donc maintenant qu'on a construit notre tableau, on va faire du tri là-dedans. Dans la colonne source, vous avez le nom d'une page. Et dans la colonne destination, il y a un lien potentiel entre ma source et ma destination. Donc ici, entre source et destination, vous voyez, ça me dit que j'ai un hyperlien. Donc il y a un lien qui pointe de ma site kgraphis.com vers la page kgraphis.com. Mais là-dedans, je vais avoir aussi, vous voyez, des images, des JavaScript, divers, enfin plein de choses qui ne m'intéressent pas. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va trier. Vous allez cliquer sur le bouton Select. Vous allez cliquer sur hyperlien pour le désélectionner. Et en fait, tout ce qu'on va avoir là-dedans, c'est du bruit qui nous sert à rien. Donc une fois que vous avez cliqué sur hyperlien pour le désélectionner, vous voyez que là, ma colonne de gauche, elle devient turquoise pour me dire qu'il y a un filtre qui a été appliqué. Je vais sélectionner la première ligne de ma rangée. Je vais aller tout en bas. Je vais faire Maj sur mon clavier. Clic gauche, ça va sélectionner tout ce qu'il y avait entre mon premier clic et mon deuxième clic. Et je vais faire clic droit, supprimer, ligne entière de la feuille.
et ça vide le tableau. Ça le vide en apparence, parce qu'en fait, si je reviens dans ma colonne type, j'ai bien hyperlien qui est là, et si je le réactive, je retrouve bien les éléments que j'avais au préalable dans ce tableur. Donc ici, ce qu'on a en fait, c'est des liens qui pointent de ma page source vers ma page destination. Donc maintenant qu'on a fait du tri pour virer les CSS, les JavaScript, tous les trucs dont on n'a pas besoin, on a un second tri à faire. Pourquoi? Parce que quand Google trouve sur une page deux liens qui pointent vers la même page, bah en fait il en retient qu'un. Le deuxième lien il lui sert à rien. Parce que voilà, il s'en sert pas, donc il faut qu'on dédoublonne. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans Données, vous allez cliquer sur n'importe quelle cellule, vous allez cliquer sur le bouton Supprimer les doublons qui est là. Et ici, vous allez faire désélectionner tout et vous allez cliquer sur Source et Destination. Donc ce que ça va faire, c'est que si Excel trouve sur le même élément source deux liens identiques, deux fois la même destination, il va supprimer tous les doublons. Donc là, je fais OK. Et là, Excel me dit 1056 valeurs dupliquées trouvées et supprimées, il reste 5168 valeurs uniques conservées, blablabla. Et je fais OK, et là, j'ai dédoublonné. Quand vous avez dédoublonné, vous faites un petit CTRL S pour enregistrer, parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a fait jusqu'ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer la colonne type hyperlien. Donc, clic droit, supprimer, colonne de tableau. Et on enregistre. Maintenant, on va s'intéresser aux entêtes HTTP. Alors, les entêtes HTTP, c'est quoi? C'est les réponses que fait le serveur quand je lui demande une page. Donc, si je lui demande une page et qu'il a, il va me dire 200, j'ai ta page, voilà ta page, t'es content, je suis content, tout le monde est content. Des fois, c'est pas la réponse qu'il me fait. Des fois, il va me dire, bah non, ce que tu me demandes, je l'ai pas, ça existe pas tout de suite maintenant. Donc, il va me répondre 404. Et donc là, il me donne pas de page. Ou alors, il va me dire, eh ben, la page que tu demandes, elle a changé d'adresse. Maintenant, c'est à cette adresse-là. Et il va m'envoyer une réponse de type 301, redirection. Donc en SEO, ce qu'on veut, c'est que du 200. Donc ici, vous voyez qu'on a une colonne code de statut. On va faire, par exemple, trier du plus petit au plus grand. Alors, les zéros, pour l'instant, je ne vais pas en parler, parce que vous voyez que 0 ici, en statut, ça me dit bloqué par robot.txt. Il n'y a pas d'entête de réponse 0. Juste ici, Screaming Frog n'a pas pu accéder à la page parce que c'est bloqué par le robot.txt. Donc là, tant que vous voyez du 0 bloqué par le robot.txt, je vais plus loin. Et que c'est sur le domaine k-graphiste.com, on s'en occupe pas. Par contre, si on voit que c'est sur le domaine kgraphiste.com, en fait, dans le robot.txt de Kevin, il y a une directive qui dit au moteur de recherche ne va pas voir ce qu'il y a sur la page réservée. Voilà, donc là par exemple prestation c'est pas possible, développement c'est pas possible, référencement c'est pas possible, etc. Donc toutes ces adresses là ne sont pas accessibles pour Googlebot. Donc Googlebot il peut pas se rendre dessus. Donc s'il peut pas se rendre quelque part Googlebot, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un lien qui pointe de cette page-là, qui va vers cette page-là. Mais il a consulté le robot.txt avant de venir. Et il regarde et le robot.txt lui dit non, t'as pas le droit. Donc Googlebot, il dit ah ok, j'ai pas le droit, bah du coup, je sors. Donc là, en fait, ce lien qui pointait de communication visuelle vers réservé, c'est un point de téléportation pour le robot de Google. Il peut pas passer dessus, donc il se téléporte. Et pour représenter cette sortie du robot de Google, on va transformer destination en out. Donc, on continue de scroller. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup de 0, 0 bloqué par le robot.txt, etc. Et ensuite, j'ai du 200. 200, ça me va. 200, 200, 200. Donc 200, tout va bien. 200, 200. Problème, pas de problème. Hop! Et là, on a du 301. Alors, 301, ça veut dire quoi? Donc, vous pouvez cliquer sur la colonne code de statut et on va travailler que sur ces éléments-là, que sur les 301 pour l'instant. 301, ça veut dire que l'adresse a changé.
Et du coup, le robot de Google, il va faire un espèce de saut, il va demander une première page, le serveur lui dit « Ben non, c'est pas là, faut que tu ailles à une autre adresse », et donc il va se rendre sur la deuxième page. Seulement ici, vous voyez, les 301, ça pointe vers LinkedIn, ou vers flat-design.fr. Donc en fait, elle m'intéresse pas. Si ça pointait vers une page interne du site, alors maintenant qu'on a mis un filtre sur le code de statut 301, vous pouvez cliquer sur destination pour trier de A à Z, ça va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Si c'est pas sur mon site, je m'en fous, je le traite pas. Par contre, si ça reste sur mon site, là j'ai envie de le représenter sur mon graphe. Alors le cas des 301, c'est un petit peu particulier. Je vous ai dit, quand vous avez du 200, tout va bien, il n'y a pas d'action à mener. Quand c'est une redirection, il y a deux possibilités. Première possibilité, vous voulez représenter sur le graphe l'impact des 301. C'est-à-dire, vous voulez qu'il y ait un E301 pour dire « Ok, je perds un petit peu, entre guillemets, je perds du jus avec les 301. » Vous perdez pas de jus, parce que le robot va voir une page, on va lui dire « C'est pas cette adresse-là, c'est ailleurs », il va quand même aller quelque part. Donc, on perd du credit crawl. Le credit crawl, c'est la capacité de Google à parcourir les pages d'un site. Et comme il reste un laps de temps limité sur mon site, je veux qu'il voit un maximum de pages pendant qu'il parcourt mon site. Donc s'il se prend plein de redirections, en fait, c'est entre guillemets du temps perdu. Donc c'est pas bon. Donc ici, on n'a pas beaucoup. Donc ce que je pourrais faire, c'est regarder, ok, j'ai que 4.301 sur le site de kgraphist.com. Qu'est-ce qui se passe quand Google voit cette page-là? Et en fait, je vais voir qu'il est redirigé vers la page blog logo monogramme. Donc il arrive quand même quelque part. Donc ici, pour 4 pages, je vais me permettre de remplacer l'adresse qui est indiquée ici par l'adresse vers laquelle le robot de Google va quand même se rendre. Là, c'est un cas particulier et c'est à vous d'arbitrer. Alors pourquoi je dis que c'est à vous d'arbitrer? Si vous voyez qu'il y a, je dis une bêtise, 50% de pages en 301, de toute façon c'est la merde. Voilà, vous avez un gros problème, le crawl n'est pas du tout efficace sur le site. Donc vous avez deux cas de figure, vous faites un graphe où vous représentez le nœud 301 pour dire regarde tout ce que tu as en 301 ça va pas, ou alors vous regardez vers quoi ça pointe. Mais s'il y a beaucoup de pages, ça peut être ultra chronophage d'aller lister les pages vers lesquelles ça pointe. Donc ce que je fais dans ces cas-là, quand je décide de quand même regarder vers quoi ça pointe et qu'il y a un grand nombre de pages, je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle Zenoposter. J'en parle pas ici, ce serait beaucoup trop long, mais il me permet de récupérer ces adresses-là pour ensuite faire un remplacement sur Excel. Bref, donc ici, allez au plus simple. Si vous en avez beaucoup, vous mettez 301 pour dire voilà, il y a beaucoup de redirections. Ici, je le fais pas, j'ai que 4 pages, je me permets de voir vers quoi ça pointe pour remplacer les adresses sur Excel. Là, sur 4 pages, l'impact, il va être minimum et ça me permet quand même de voir qui fait un lien à qui. Je continue sur les 301. Donc là, c'est pas chez moi. Donc si c'est pas chez moi, on le traite pas. On en reparlera plus tard. Et vous voyez que là, j'ai fini de traiter les 301. On va passer au code de statut suivant, ici 403. Alors normalement, je dois pas en avoir beaucoup. Donc vous voyez que là, j'ai du 403. Donc 403, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as demandé une ressource à laquelle tu n'as pas le droit d'accéder. Sauf que ici, c'est pas chez moi. C'est pas sur kgraphist.com. Si c'était sur kgraphist.com, je créerais un nœud 403. Et je le ferai pour toutes les pages qui sont en 403. Ici, c'est pas chez moi, donc je laisse. Si c'était 404, je mettrais 404. Si c'était 500, je mettrais 500. Donc, je récapitule sur le traitement des codes de statut HTTP. Si c'est 200, vous faites rien. Si c'est 301 ou 302, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez aller mettre les adresses vers lesquelles ça pointe vraiment ou est-ce que vous laissez une destination 301 pour représenter le gaspillage du credit crawl sur votre graphe et puis les autres en tête, vous les mettez 403, 403, 404, 404, 500, 500. Une fois qu'on a fini de traiter les entêtes HTTP, alors là il me met vide quand même, je regarde vite fait ce qu'il y a dessus. Alors ici, le vide, c'est parce que c'est un lien nofollow et c'est justement le point qu'on va aborder maintenant. Maintenant, on va parler du nofollow. Alors, quand dans la colonne suivre, vous voyez faux,
Ce que ça veut dire, c'est que le lien en question est un lien nofollow. Alors, je vais réafficher tous les codes de statut, mais on a fini de les traiter, donc on va pouvoir supprimer la colonne. Donc, code de statut, hein, vous pouvez faire supprimer colonne de tableau pour faire sauter la colonne. Au passage, ancrage, on la supprime. Vous cliquez dessus, vous faites F4, ça va supprimer la colonne. Text alt, vous pouvez le supprimer. Taille octet, vous pouvez le supprimer. Cible, on s'en fout. Et donc là, on arrive à suivre et on va avoir deux cas de figure. Ce sera soit vrai, soit faux. Donc si c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attribut rel nofollow sur le lien. Et si c'est faux, ça veut dire que c'est un lien nofollow. Donc pour faire très très simple, nofollow c'est un attribut qui a été inventé par Google pour dire à Googlebot ne suis pas ce lien parce que ça pointe vers une ressource moisie. Il y a plein de niches marketing sur le web qui sont du spam. Et Google sait que quand il va les crawler, en fait, il va se retrouver dans un univers de spam où tout le monde fait un lien à tout le monde, où c'est le bordel, où il peut passer du temps, et c'est des niches qu'il va pas forcément indexer comme les autres, parce que ça peut porter préjudice, je schématise, hein, à la vie de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle la niche Your Money, Your Life. Donc voilà, il y a des niches maudites, entre guillemets, sur Google, donc le porno, pharmacie, casino, tout ça, pharmacie en ligne, tous les trucs d'argent, voilà, il y a des niches maudites. Et donc Google avait inventé cet attribut en 2004 pour permettre aux utilisateurs de faire quand même des liens vers ces ressources, mais en le mettant nofollow pour que Googlebot n'aille pas se balader dans ces clusters de pages toutes dégueulasses. Et en fait, en 2006, ils ont changé d'avis, ils ont dit, on va plus le crawler de la même façon. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était mis à utiliser nofollow pour faire ce qu'on appelle du PageRank sculpting, c'est-à-dire dire à Googlebot, va sur cette page-là, va pas sur cette page-là, sur mon site. Comme ça, on donnait plus de poids à certaines pages, et on faisait du PageRank sculpting, et je sais pas pourquoi, chez Google, ça leur a pas plu. Donc, ils ont décidé de modifier la façon dont Googlebot se comporte avec le nofollow. Donc pour faire simple, quand Googlebot voit un lien nofollow, il peut pas l'ignorer, sinon ça change rien à la situation précédente. Il peut pas le suivre parce que c'est un lien nofollow, donc qu'est-ce qu'il lui reste comme possibilité? Disparition ninja, il se téléporte. Donc vous perdez le robot, c'est comme si vous aviez fait un lien externe. Donc ici, dans la colonne suivre ou follow, vous allez mettre uniquement faux. Et donc, si c'est un lien nofollow, ça veut dire que Google ne peut jamais passer de cette page-là source vers cette page-là destination. C'est pas possible, c'est un lien nofollow, donc il se téléporte. Donc, comme il n'arrive pas sur cette page, ce qu'on va mettre ici, c'est out. On va représenter la perte du robot de Google. Donc, tant que vous avez suivre faux, vous faites un copier-coller. Donc, vous écrivez out dans la première cellule, vous faites copier. Vous vous mettez sur la première ligne, vous descendez jusqu'en bas, parce que là, de toute façon, on a fait un tri. Hein. Donc, voilà, il n'y a que des suivre faux, nofollow. Voilà, et on va faire CTRL-V pour coller out partout, pour représenter la perte du robot de Google. Et vous faites un petit CTRL-S pour enregistrer. Voilà, donc là, vous pouvez supprimer la colonne suivre. Vous pouvez supprimer la colonne rel s'il n'y a rien dedans. Hein. Si vous avez du UGC, vous mettez un nœud UGC, et si c'est sponsored, vous mettez un nœud sponsored. Normalement, vous n'en aurez pas. Et ensuite, les autres colonnes, on n'en a pas besoin. Donc, type de chemin, vous pouvez le supprimer. Chemin du lien, vous pouvez le supprimer. Position, vous pouvez le supprimer. Origine du lien, vous pouvez supprimer. Et il va nous rester à traiter les destinations. Donc statut bloqué par robot.txt, on l'a déjà traité. Et à ce stade, on peut encore faire un petit CTRL-S. Maintenant, on va traiter les liens de destination. Donc si vous avez suivi un petit peu ce qu'on a fait avant, vous avez compris qu'on veut représenter les cas où le robot sort du site. Donc s'il y a un lien sur cette page-là qui pointe vers un site qui n'est pas mon site, le robot il est sorti. Donc s'il sort, le nœud ça devient out.
Donc là, tant que vous voyez que c'est pas sur votre domaine, vous allez mettre out. Voilà, donc là, il n'y en a pas beaucoup. Vous pourriez éventuellement mettre contextuel, puisque ça arrive dans un article de mettre des liens contextuels, donc qui pointent vers des ressources équivalentes sur le web, pour dire à Google, regarde Google de quoi je suis en train de parler. Sur tous les sites de SEO, il y a toujours des liens vers Wikipédia ou vers des sites d'autorité. Donc dans ce type de cas, vous pouvez mettre contextuel, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous mettez juste out. Et après, logiquement, je vais avoir que des liens qui pointent vers mon site. Donc là, qui graphiste. Donc je scrolle à toute vitesse. Et là, vous voyez que on est revenu sur autre chose. Donc là, ça va être out. Voilà. Et donc là, comme j'ai fait un tri de A à Z, je vais pouvoir mettre out partout. Voilà, Twitter, Facebook, tout ça c'est out, tout ça sort. Là c'est de la perte du robot et après on revient sur du out. Voilà, vous allez jusqu'en bas pour être sûr et c'est fait. On a presque fini notre travail sur Excel. Maintenant vous allez trier la colonne source, vous allez trier de A à Z. Logiquement vous ne devez trouver que des liens internes à votre site. Donc ici, qu'est graphiste. S'il y a autre chose, vous supprimez purement et simplement la ligne. Ça n'a rien à faire là. Et donc là, on est bien, il n'y a pas autre chose. Quand vous avez fait ça, il va nous rester deux trucs à faire. Vous allez faire CTRL-H. Vous allez rechercher https le nom de votre site. Donc ici, kgraphiste.com/ et je vais le remplacer uniquement par /. Et je vais faire remplacer tout. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer tout le début de mon URL pour ne laisser que l'URI. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un graphe où c'est écrit partout kgraphiste.com, domaine.com. Je sais que je suis en train de bosser sur domaine.com. Donc j'ai pas besoin d'avoir plus d'infos que ça. Et quand vous avez nettoyé les URL, il va nous rester un truc tout bête à faire, enfin deux trucs. La colonne destination, vous la renommez en target. Vous enregistrez votre fichier et vous l'enregistrez une deuxième fois au format CSV. Donc là, vous choisissez un dossier de destination et type très important, vous choisissez CSV séparateur point virgule. Faites gaffe, il y a un piège parce que des CSV, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un au-dessus. Donc vous cherchez bien CSV séparateur point virgule. Si vous utilisez un autre format, ça ne marchera pas. Et on l'enregistre et on a fini ce travail ingrat sur Excel mais qui est complètement nécessaire si on veut avoir un graphe qui tient la route. Et maintenant on va importer tout ça sur Gephi. Alors à ce stade on a vraiment fait le plus dur, je sais que c'est pas toujours simple, le premier graphe en général on patauge un peu. Faut en refaire 2-3, puis après, quand on a compris la logique du travail sur Excel, c'est quand même relativement simple. Donc maintenant que j'ai enregistré mon fichier dans mon dossier local et que je l'ai appelé tartempion.csv, vous allez ouvrir Gephi et vous allez cliquer sur le bouton laboratoire de données. Donc dans le laboratoire de données, on va importer notre tableur. Donc ici, j'ai fait fichier nouveau projet pour redémarrer Gephi. Ensuite, je clique laboratoire de données et ici, sur le laboratoire de données, vous allez trouver un bouton importer feuille de calcul. Donc je clique dessus. Je me rends dans le dossier où j'ai mon graphe. Là, graphe. Je vais chercher mon fichier CSV. Je vais faire ouvrir. Et ensuite, vous vous prenez pas la tête, vous ne touchez à aucun paramètre, vous faites suivant, terminé, OK. Vous vous embêtez pas avec tout ce qui vous dit, vous cherchez pas, vous faites suivant, OK. Et ici, on va retrouver un tableur avec plusieurs colonnes. Donc dans la première colonne, vous avez un élément ID, c'est le nom du nœud, c'est le nom de la page, tout simplement. Label, c'est pour lui coller une étiquette. Et vous voyez que on peut scroller et il y a tous les éléments qui sont parcourus par le robot de Google quand il se rend sur le site parce qu'il voit un lien qui part d'un point qui va vers un autre point.
tout simplement. Alors ici, j'attire votre attention sur une fonction bien pratique, c'est la notion de filtre qui va vous permettre justement de filtrer. Par exemple, si je tape .jpeg, ici, je vais retrouver toutes les adresses. Alors faites gaffe parce que ça prend les expressions régulières, donc si je mets point comme ça, en fait, ça veut dire n'importe quel caractère. Donc ici, si je veux retrouver par exemple toutes les images, je vais mettre anti/.jpeg, anti/ qui permet de neutraliser le point qui est un caractère d'expression régulière. Et donc là, ça me permet de voir toutes les images vers lesquelles il y a un lien qui pointe. Donc ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la première image, je vais aller tout en bas sur la dernière image, je vais faire maj, clic gauche, et ensuite je vais faire clic droit, éditer tous les nœuds. J'ai une petite fenêtre qui va popper, et dans cette fenêtre, je vais pouvoir assigner une couleur à tous ces nœuds-là, à toutes ces adresses-là. Donc là, je vais choisir du rose. Voilà, un rose un peu pétant. Je vais faire OK, et label, je vais cliquer sur le petit, les trois petits points que vous avez là, et je vais mettre simplement image, IMG, en majuscule. Et je vais faire OK. Et là, vous voyez que ça va modifier le nœud, donc il va être rose, et il y aura un label image. Je vous montre ce que ça donne sur le graphe. On va sur vue d'ensemble, et là vous voyez, j'ai tous les éléments de mon graphe, mais on voit qu'il y a déjà des petites boules roses qui commencent à se promener à droite à gauche. Donc ça, c'est des images qui reçoivent un lien depuis des pages. Et donc dans ce laboratoire de données, on va s'amuser, alors on s'amuse pas, hein, c'est un travail un peu chiant, on va s'amuser à donner des couleurs aux éléments pour voir s'il y a ces fameux clusters de pages qui se dessinent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur ID, et là vous voyez par exemple slash, c'est ma page d'accueil. Donc là, comme j'en ai qu'une, je fais pas clic droit, éditer le label, je vais cliquer directement sur la ligne, je vais double-cliquer sur label et je vais l'appeler home, parce que c'est ma page d'accueil. Au niveau de la couleur, alors sur les couleurs, vous mettez ce que vous voulez, hein, mais grosso modo, ce que je vous conseille de faire, les contenus, les bons contenus, vous les mettez en vert ou en bleu, des couleurs pas anxiogènes, et tout ce qui est erreur, vous le mettez en orange ou en rouge pour signifier un degré de gravité. Donc ici, la homepage, moi je le mets tout le temps en jaune, donc voilà, je vais mettre du jaune, mais je suis pas sectaire, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre site. Et ensuite, je vais essayer de voir s'il y a des structures qui se dessinent. Et donc là, par exemple, bah, j'ai affiche. Bon, affiche, il est tout seul, alors je vais le mettre en vert. Voilà, label, je vais mettre affiche. Hein. Voilà, bannière, bannière. Voilà, bannière, c'est, je pense, un bon contenu, donc je vais le mettre en bleu. Alors, qu'est-ce que j'entends par bon contenu et mauvais contenu ? Un bon contenu, c'est un contenu qui peut se positionner dans les résultats de recherche et qui a un intérêt pour moi. Donc là, Kevin, il est graphiste. Donc si quelqu'un tape affiche, je dis n'importe quoi, affiche Marseille, il a réussi à positionner sa page sur cette requête-là. Là, c'est un bon contenu. Par contre, les mentions légales, contactez-nous, politique de confidentialité, conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, login et tout ce que vous voulez, vous n'allez pas vous positionner là-dessus. Donc ça, c'est des pages pourries, quoi. J'ai pas envie qu'elles reçoivent du jus, ces pages-là. Vous avez compris. Donc là, ensuite, j'ai du blog. Blog. Alors après, j'ai du logo quand même. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de blog. Donc à chaque fois que je vois une espèce de structure qui se dégage comme ça, et souvent c'est avec l'URL hein, que vous la repérez, et ben je me dis, ok, là j'ai un ensemble. Donc je vais sélectionner tout l'ensemble et je vais lui attribuer une couleur. Donc ici, je vais mettre par exemple du vert parce que je pars du principe que là-dessus, il y aura du contenu, mais peut-être je me trompe, il faudrait que j'aille vérifier. Le site, je le connais pas, hein, donc je fais un peu ça à l'arrache. Vous, votre site, vous le connaissez, donc vous savez ce qu'il y a dessus. Et dans le label, ici, je vais mettre blog. Voilà, donc ensuite, je vais avoir carte de visite, création logo, vous avez compris, vous rajoutez vos couleurs, vous rajoutez le texte. Je finis et on se retrouve de suite. Alors, ce travail d'ajout des images, hein, des couleurs, hein, pardon, je sais qu'il est ultra chiant, mais il est hyper important.
puisqu'il va nous permettre de mettre les clusters de pages en évidence. Et puis, si c'est pour un client que vous faites ça, ça sert aussi à lui montrer que il y a peut-être des trucs qui vont pas dans son maillage interne et que c'est quelque chose qui doit pas du tout être laissé au hasard. Donc là, il me reste un nœud à traiter, c'est le nœud out. Alors le nœud out, hein, vous vous doutez bien que je vais mettre un truc bien anxiogène. Donc là, je vais mettre du rouge. Le label, je vais mettre out. Pourquoi ? Parce que ça, si... Enfin, je vais pas vous raconter d'histoire. Dans la plupart des cas, c'est le nœud le plus gros du site, c'est-à-dire le jus est pas du tout dirigé là où il faut, il y a beaucoup de pertes, il y a du nofollow partout, c'est toujours un petit peu le massacre, et donc après, faut expliquer au client comment on met ça en place. Théoriquement, un site qui a été bien conçu, avant de faire le site, on a fait un audit de mots-clés pour savoir sur quelles expressions on allait se positionner, quelle page on doit créer, et en fonction de ça, on fait un plan de site idéal. Donc le maillage interne, c'est quelque chose qui se travaille par anticipation, en fait, par rapport à un état du marché, offre, demande, et puis ce que propose votre client ou ce que vous proposez. Mais c'est pas un truc qu'on travaille après coup. Après coup, quand on rajoute des éléments, on les connecte à un maillage interne qui est déjà existant. Mais c'est pas un truc qui se travaille après. Si vous le faites après, c'est trop tard. C'est avant qu'il faut le penser. Bref, c'est une autre problématique. Je vous renvoie à la formation Bien préparer son projet web, où on explique un petit peu tout ça. Donc, quand vous avez mis toutes vos couleurs, que vous avez mis tous vos textes de labels, on va retourner sur la vue d'ensemble, et donc là, vous voyez que on a plein de couleurs un petit peu partout. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer le PageRank. Pourquoi ? Parce que on a de la chance, c'est intégré nativement sur Gephi, donc il y a juste à cliquer sur un bouton pour voir quelle page a le plus de puissance et quelle page a le moins de puissance. Donc vous allez cliquer sur Fenêtre, vous voyez qu'il y a un sous-menu statistique, vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre qui apparaît, et ici vous avez là un bouton PageRank. Vous cliquez dessus. Donc là, il vous dit probabilité P85, c'est parce que dans le premier algo du PageRank, le robot a 85% de chance de suivre un lien et 15% de chance de se téléporter. Vous cliquez sur OK. Ensuite, il va nous donner une distribution du PageRank, on s'en fout, vous faites fermer. Et ensuite, on va pouvoir moduler la taille des nœuds, la taille des pages en fonction de leur PageRank. Donc pour ça, vous allez dans Fenêtre et vous recherchez Aspect. La fenêtre, normalement, elle va être en haut à gauche. Vous allez cliquer sur cette icône, qui est l'icône taille. Et donc, la taille des nœuds, on va la moduler en fonction du classement, ici. Et vous allez choisir l'attribut PageRank, qu'on vient de calculer. Au niveau de la taille, alors au début, c'est un peu du pifomètre. Je vais mettre, par exemple, simple 5 et 40, en taille min et taille max. Et je vais cliquer sur Appliquer. Et là, vous voyez que mes nœuds sur mon graphe ont changé de taille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nœuds dans le graphe qui ont plus de poids que les autres, c'est-à-dire que le robot de Google a plus de chances de passer dessus que sur les toutes petites sphères, parce qu'elles ont un tout petit PageRank, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens qui pointent vers ces ressources-là. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va appliquer un algorithme de spatialisation pour répartir les nœuds dans l'espace et voir si on a ces fameux clusters qui se dessinent. Donc pour ça, vous allez sur Fenêtre, Spatialisation, qui est ici. Et dans Spatialisation, vous allez choisir Force Atlas 2. Et vous allez cliquer sur les 3 premières cases, dissuader les hubs, Modeling Log, empêcher le recouvrement. Vous allez faire un petit zoom out et vous allez cliquer sur Exécuter. Et là, vous voyez, mes objets se répartissent dans l'espace en fonction de qui fait un lien à qui. Et donc c'est là qu'on va voir s'il y a les fameux clusters de pages. Donc en fonction de la taille de votre site, ça peut prendre plus ou moins de temps. Au passage, vous pouvez cliquer sur le petit T qu'il y a tout en bas là à gauche, qui va nous permettre d'afficher les labels. C'est le petit T noir, autant pour moi. Voilà, et donc on voit qu'il y a quand même quelques clusters. Par exemple, ici, on a création de site internet, et vous voyez que cette page, elle est liée
à bannière, elle est liée à infographie. Voilà, la page de service qui a un tout petit PageRank, je pense, enfin, logiquement, ça devrait être un petit peu plus. Mais vous voyez que par exemple, bah, là on a vraiment un cluster, hein. Ces pages elles sont très interconnectées les unes aux autres. Et puis à côté de ça, bah, vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments qui sont un petit peu éparpillés à droite à gauche. Avec ici, alors ça je m'en doutais, ce gros nœud out ici qui représente les pertes de jus. Parce que il y avait du nofollow, hein, si je me souviens bien, puis il y a les liens externes, et donc ce que ça représente, c'est les pertes en jus, c'est le jus qu'on a perdu, à plus ou moins à tort, quoi. Et puis ici, il y a aussi feed, puisque ça, je l'ai vu, alors vous pouvez arrêter le calcul quand vous voyez que c'est stable, vous pouvez cliquer sur arrêter l'algorithme de spatialisation. Si je reviens sur le laboratoire de données, j'ai une nouvelle colonne qui est apparue, c'est le PageRank. Et donc là, vous voyez, je peux remonter tout en haut. Je vois qu'effectivement, l'entité qui a le plus de poids sur le réseau de pages, c'est out. Ensuite, c'est la page d'accueil, donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai feed là, qui revient, donc /feed /gn. Voilà. Et là, vous voyez que dans le code source, là, j'ai un lien. Ah ouais, c'est ça. C'est un flux RSS. Donc il y a ce lien qui pointe vers le flux RSS, mais du coup Google il voit un lien, bah, il suit le lien. Et là ça va être du lien externe, ça pointe vers les réseaux sociaux de Kevin, mais du coup ça c'est du jus qui est perdu, et c'est du jus qui est d'autant perdu que plus un lien est haut dans le code source, plus il a de chance d'être parcouru. Mais lui du coup il bouffe beaucoup quoi. Donc ce qu'on voit sur le graphe ici, parce que c'est le troisième élément, c'est qu'il y a pas mal de puissance entre guillemets du site qui part vers rien, vers le feed. Donc ça, c'est pas cool. Et en plus, regardez en bas, là, on a image. Il y a plein d'images. Alors, il n'y a pas beaucoup, hein. On est à 0,1%. Mais 0,1% fois beaucoup, peut-être que ça fait mal. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est faire exporter la table. Donc là, je vais sur le tableau. Je le fais rapidement, hein. Ça, vous embêtez pas à le faire. Voilà, donc là, les images, bah en fait, voilà, les images d'ici, 18%. 18,5. Donc ça veut dire qu'il y a 18% de la puissance du site qui part, entre guillemets, vers les images. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a le portfolio de l'entreprise. Et quand je clique sur une des images, eh ben, j'ai l'image qui apparaît en grand. Sauf qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une lightbox. Et si on va regarder ce qu'il y a dans le code source, en fait, vous avez un lien qui pointe vers href ici, l'image. L'image en grand. Donc Google, il voit un lien, il suit le lien, il arrive là, mais quand il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Donc ça, c'est du jus de perdu, entre guillemets. Je vais vous donner un exemple. On peut faire la même chose sans lien. Donc ça, c'est mon site. Donc là, vous voyez, j'ai aussi une galerie. Je clique, j'ai des images qui apparaissent. Sauf que ici, si je fais inspecter, j'ai un élément de liste. J'ai un href sémantiquement qui n'a rien à foutre là, hein, parce que c'est pas un lien. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là? Ah non, c'est bon, c'est ça. Et donc, j'ai un JavaScript qui va récupérer la grande image pour m'ouvrir dans une lightbox, mais comme c'est pas un lien, comme c'est pas A, bah Google peut pas le parcourir. Donc la lightbox ici, qui est utilisée sur le thème de Kevin, bah en fait pour le SEO, elle est toxique, puisque bah, ce qu'on voit, c'est que ces petites images qui grignotent un tout petit peu de PageRank, bah un tout petit peu fois beaucoup, bah ça finit par faire beaucoup. Ici 18%. Donc pour conclure, vous pouvez vous rendre sur l'onglet prévisualisation de Gephi. Vous allez choisir ici dans réglages arrière-plan noir parce que c'est le plus classe évidemment. Vous allez cliquer sur rien, vous allez cliquer sur rafraîchir et là vous avez votre graphe qui apparaît. Voilà, donc vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez l'exporter en SVG au format PDF ou en PNG.
Bon, là, l'échelle est peut-être pas faux folle, hein. Faudrait que je le retravaille un petit peu. Donc, quand vous avez fait ça, vous pouvez exporter le graphe. Donc ici, la structure, évidemment, elle est pas optimale, hein, du tout, puisque quand votre graphe est plutôt bien foutu, vous devez retrouver un truc, alors peu ou prou comme ça, hein. Vous devez avoir des clusters de pages qui se dégagent. Bon, à mon avis, l'échelle là sur les points roses, elle est pas bonne, et de toute façon, quand vous avez des images connectées comme ça sur le graphe, c'est pas bon. Mais voilà, si je clique sur Export, je peux l'exporter en PDF ou au format PNG. Puis après, vous pouvez le montrer à votre client ou, j'en sais rien moi, l'accrocher sur votre frigo, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc l'intérêt du graphe au final, c'est quoi? C'est de contrôler que la circulation du robot de Google sur votre site est optimale par rapport aux besoins réels en puissance de vos pages. Alors vous avez vu, la vidéo était un petit peu longue parce que fallait que j'explique, mais quand vous le faites tout seul dans votre coin sans parler autant comme je l'ai fait, sur un site, je mets des guillemets normal qui fait 200-300 pages, ça prend 10-15 minutes quoi. C'est pas hyper long à faire et franchement, ça vous permet de contrôler assez facilement ce qui se passe pour le robot de Google et donc ça vous permet de corriger le tir. Si jamais il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous rejoindre sur le groupe Digital Cookies sur Facebook. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous laissez ça dans les commentaires et je vous répondrai dès que j'aurai 5 minutes. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur le SEO, sur WordPress ou sur autre chose. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut.